on peut dire de type pyramidal, mais qui couvre, qui maille l'ensemble du territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer. Alors, quand on dit nous sommes 900 000, c'est 900 000 personnes qui sont de près ou de loin concernées par le handicap intellectuel et les personnes en situation de handicap intellectuel. Donc, il y a bien sûr les personnes handicapées elles-mêmes, il y a leurs familles, familles au sens large, bien sûr les parents, hein, ce sont souvent les parents qui ont été créateurs de nos associations, mais il y a aussi la fratrie. Tiens, j'en profite, là, je fais une petite page de pub, mais j'ai aucun intérêt là-dessus, je vous le promets. Je vous invite à lire le dernier prix Féminin, qui est un roman de Clara Dupont-Mono, dont le titre m'échappe à l'instant, excusez-moi, mais vous le retrouverez facilement. Donc, c'est le prix Féminin qui a été décerné il y a un mois et qui parle justement de la manière dont la fratrie est amenée à vivre le handicap d'un enfant qui survient dans la famille. Dans ces 900 000 personnes, il y a bien sûr les professionnels, 94 000 professionnels, nos 72 000 bénévoles, issus des 55 000 familles membres de nos associations. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, et puis bien sûr tous les militants, c'est vraiment, ça représente beaucoup de monde dans notre société française. Nous accompagnons dans le cadre de Merci, c'est s'adapter, le titre du livre de Clara Dupont-Mono. Nous avons dans nos différentes associations 200 000 personnes accompagnées, 200 000 personnes en situation de déficience intellectuelle que nous accompagnons. Et n'oublions pas, je vous parlais des associations tutélaires. Donc, dans chaque département, il y a une association tutélaire, membre du réseau UNAPI, qui accompagne 72 000 majeurs protégés, parce qu'il est important aussi pour les personnes déficientes intellectuelles qu'elles soient accompagnées en toute sécurité par des professionnels dans tout ce qui concerne la vie administrative et évidemment la protection de leurs biens. Slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'un ESAT, établissement et services d'aide par le travail, ou une EA, entreprise adaptée? Voilà, nous sommes, comme dans beaucoup de secteurs, dans le secteur médico-social, nous sommes très friands d'acronymes et voilà, vous en aurez un certain nombre au cours de cette présentation. Alors, d'abord, cet accompagnement par le travail date d'une loi qui est déjà fort ancienne, 23 novembre 1957, mais qui a été évidemment, avec des textes qui ont énormément évolué, donc avec les lois de 1976, plus récemment avec la loi du 11 février 2005 à laquelle Agathe faisait référence en introduction. Donc, les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, les plus anciens ont connu les CAT, Centres d'aide par le travail, donc c'est une évolution de l'acronyme. Et à la suite de discussions que nous avons eues avec le gouvernement au printemps, avec une grande concertation qui avait été lancée par le gouvernement. Donc, l'acronyme va rester le même, ESAT, mais à partir du 1er janvier, ces établissements seront des établissements et services d'accompagnement par le travail. Alors, ce n'est pas qu'une coquetterie de changer aide par accompagnement, mais c'est véritablement la mission que peuvent avoir les professionnels en ESAT, c'est d'accompagner les travailleurs, de les accompagner au quotidien dans leur travail pour leur permettre évidemment d'évoluer, d'acquérir des compétences, mais c'est aussi de les accompagner vers une évolution, s'ils le souhaitent, vers un travail, ce que l'on appelle en milieu ordinaire, autrement dit, en entreprise. Et puis, il y a également dans le secteur du travail protégé et adapté, les entreprises adaptées, EA, qui s'appellent ainsi depuis la loi de 2005. Avant, on les appelait des ateliers protégés. Donc, les entreprises adaptées qui, comme leur nom l'indique, sont des entreprises avec des statuts d'entreprise, c'est-à-dire que les ouvriers
qui ont une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et qui sont employés dans ces entreprises adaptées, ont un CDI et travaillent comme tout un chacun dans une entreprise. Seulement, effectivement, ces entreprises sont adaptées, c'est-à-dire qu'elles sont aidées par l'État pour compenser les difficultés quelquefois de mise à l'emploi de ces ouvriers RQTH et leur rendement qui quelquefois peuvent être inférieurs à celui d'une personne sans handicap. Slide suivant. Alors, la finalité de ces établissements, c'est inscrit là en toutes lettres, mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, techniques et humains, permettant à toute personne en situation de handicap éloignée de l'emploi d'avoir la possibilité de travailler. Soyons clairs, si ces structures n'existaient pas, à l'UNAPI, donc nous accompagnons 60 000 personnes en ESAT. Il y a au total en France 120 000 personnes qui travaillent en ESAT. En entreprise adaptée, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 10% du nombre de travailleurs en ESAT. Si ces structures n'existaient pas, la plupart des personnes qui y travaillent n'auraient pas accès à l'emploi. C'est-à-dire que la marche serait trop haute pour accéder à un recrutement en CDI ou même en CDD dans une entreprise, dans les collectivités locales et territoriales ou dans la fonction publique aussi, bien entendu. Donc, ces ESAT et ces EA mettre en œuvre donc, les moyens nécessaires techniques et humains dans l'accompagnement des personnes, leur permettre dans un premier temps d'accéder à l'emploi, puisque c'est un emploi quand on est en ESAT ou en EA, et puis évidemment leur permettre d'évoluer dans leur démarche pour peut-être même d'ailleurs quitter ces établissements pour rentrer un jour en entreprise. Donc l'accompagnement, c'est vraiment le mot-clé de ces établissements. C'est en quelque sorte l'adaptation au poste. Vous savez tous, bien sûr, que pour des personnes qui ont un handicap physique ou un handicap sensoriel, l'aide au poste est souvent une aide technique. Il faut adapter la position de travail, il faut permettre aux personnes d'accéder et de réaliser leur poste de travail. Pour les personnes en déficience intellectuelle, c'est surtout une aide humaine. Voilà, c'est de l'accompagnement. Donc, pour les ESAT, donc, il s'agit d'offrir un soutien médico-social et éducatif. Certes, ces personnes travaillent dans l'établissement, mais il y a aussi dans ces établissements éducateurs ou éducatrices spécialisés. Il y a aussi d'ailleurs souvent des emplois médicaux ou paramédicaux, comme des emplois infirmiers ou psychologues. Donc, on apporte un soutien médico-social, un accompagnement et un soutien éducatif pour permettre aux travailleurs à la fois de maintenir leurs acquis de compétences, quelquefois durement acquis au cours de l'enfance et de l'adolescence, mais aussi de développer ces compétences pendant leur parcours. On leur propose une activité à caractère professionnel, c'est-à-dire que chaque travailleur est amené à réaliser les commandes des clients de l'ESAT dans des activités qui peuvent être extrêmement diverses. Alors, on a souvent en tête que dans un ESAT, il y a, je dirais, des blanchisseries, il y a des espaces verts, il y a de la sous-traitance industrielle, enfin qui est souvent, qui est souvent du conditionnement. En fait, les activités en ESAT sont beaucoup plus riches que ça. On compte environ 200 activités différentes, alors dans des familles où l'on peut regrouper, mais la diversité des activités en ESAT est absolument extraordinaire. Et ce sont ces activités qui sont proposées aux travailleurs, quelquefois dans des tâches décomposées en fonction de leurs compétences ou quelquefois sur l'ensemble du processus de production. Et ça vise évidemment à favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale. Je ne vous apprendrai pas, et c'est valable pour tout le monde, que le travail est un élément essentiel dans la vie,
qui permet effectivement son épanouissement personnel et qui permet d'avoir des relations sociales dans son monde économique, c'est-à-dire dans son lieu de travail, mais aussi dans sa vie en général. Donc, favoriser l'épanouissement, c'est vraiment une fonction essentielle de l'ESAT. Pour les entreprises adaptées, alors qui ne sont pas des établissements médico-sociaux, mais qui sont des entreprises, bon, il s'agit là encore de permettre à leurs salariés d'exercer, certes, leur activité professionnelle, mais dans un environnement qu'on aura adapté en fonction de leur handicap, en fonction de leur capacité à produire, pour qu'ils puissent déjà obtenir l'emploi qu'ils ont eu en entreprise adaptée, le conserver bien sûr, mais pour qu'ils puissent aussi aller vers d'autres milieux professionnels, comme un contrat en CDI en entreprise. Je vais accélérer, Agathe, je vous le promets. Allez-y. Voilà, alors des conditions d'admission qui sont différentes entre les ESAT et les EA. En ESAT, un travailleur est réputé avoir un tiers de la capacité de travail d'une personne valide. On est évidemment là dans des éléments théoriques, la mesure n'est pas évidente à faire. Mais c'est à la CDAPH, c'est-à-dire à la Maison départementale des personnes handicapées, de faire cette évaluation. Pour les entreprises adaptées doivent avoir au moins 55% de leur effectif constitués de personnes ayant une RQTH, mais qui sont des personnes, évidemment, qui ont des capacités de travail supérieures aux personnes admises en ESAT. Deux statuts également différents. Un travailleur d'ESAT a un contrat de soutien et d'aide par le travail, donc il dépend non pas du code de travail, mais du code de la santé sociale, de l'action sociale, pardon. Il a des ressources, donc une rémunération garantie versée par l'ESAT, mais avec aussi une aide complémentaire apportée par l'État, et puis l'allocation aux adultes handicapés, qui est une allocation différentielle, donc qui va varier en fonction de la rémunération garantie par l'ESAT. Ils ont des droits qui sont proches des droits du Code du travail. Ils n'ont pas tous les droits du Code du travail, mais on essaie de les rapprocher. Mais ils ont aussi d'autres droits liés au Code de l'action sociale, donc notamment leur emploi est un emploi pérenne et voilà, ils ne risquent pas de perdre leur emploi comme s'ils étaient salariés en CDI. Et pour les entreprises adaptées, donc ce sont des CDI, parfois des CDD, avec une rémunération, là on est dans le Code du travail, donc avec une rémunération qui est au moins le SMIC. Il peut y avoir aussi évidemment des primes d'intéressement à l'excédent d'exploitation. Et puis les droits sont ceux qui sont garantis par le droit du travail, par le Code du travail, puisqu'ils sont spécifiquement dans le cadre de ce code. Alors, l'organisation administrative et financière des ESAT et des EA sont différentes également. Donc, il y a deux budgets dans les ESAT, budget commercial et budget social. Donc, parlons rapidement du budget social. Il est fourni par une dotation globale qui se négocie dans le cadre d'un CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et ce budget social, il prend en charge les salaires des personnels encadrants des travailleurs handicapés et puis l'amortissement des dépenses de structure. Et le budget commercial, lui, il est alimenté par l'activité de production, c'est-à-dire très clairement le chiffre d'affaires que va avoir l'ESAT, mais aussi des aides au poste qui sont délivrées par l'État. Et ce budget commercial sert à rémunérer les travailleurs en situation de handicap et puis également à financer les charges de production, c'est-à-dire l'amortissement de tout le matériel nécessaire à la production commerciale. Pour les entreprises adaptées, on est sur quelque chose de plus classique, donc un seul budget alimenté par l'activité de production, bien entendu, et par l'aide au poste fournie par la direction du travail.
et qui va nous permettre de rémunérer les salariés et là encore, évidemment, de financer les charges de production. Donc, c'est un travail évidemment librement choisi pour les travailleurs des AT et les salariés des EA qui les amène à un accompagnement, avec un accompagnement pour leur permettre de l'exercer. C'est en ESAT, on définit en fait, comme dans tous les établissements médico-sociaux d'ailleurs, quel que soit l'âge de la personne, un projet personnel d'accompagnement personnalisé, hein, donc un projet d'accompagnement personnalisé, donc avec l'acronyme PAP, PAP, donc dans lequel on va définir avec ce travailleur d'ESAT son projet à court, moyen terme, quelquefois à long terme. Donc, qu'est-ce qu'il attend de l'ESAT? Quelles compétences il espère acquérir en ESAT? Quel développement il veut voir dans son parcours? Et puis, éventuellement, quelles sont ses attentes à moyen et long terme dans le développement de sa vie professionnelle. Trois types également de compensation mise en œuvre. Donc, l'accompagnement humain, bien entendu, adaptation au rythme de travail. Hein, vous allez trouver dans ces établissements des personnes qui ont des rythmes de travail très différents. Donc, on s'adapte. Hein, c'est à l'établissement de s'adapter à la personne et pas le contraire. Et puis, une mise en œuvre individualisée d'aide technique en fonction des besoins des personnes. Dans le domaine de la déficience intellectuelle, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui ont des handicaps physiques en plus de leur déficience intellectuelle. Donc, il y a souvent des adaptations d'aide technique. Et puis, il faut aussi savoir décomposer les différentes tâches de production pour permettre à chacun d'y trouver sa place. Le point suivant, où vous passiez ce témoignage. Bon, on n'a pas trop le temps, Patrick, mais j'invite tout le monde à regarder le témoignage de François Megel, qui est une personne qui travaille dans un ESAT et il explique très bien voilà, le confort qu'il trouve à travailler en ESAT. Voilà, c'est un témoignage intéressant qu'on vous invite à regarder ultérieurement. Voilà, bon, alors je termine très Oui. vite avec la valorisation des compétences. Donc, dans presque tous les ESAT maintenant, il y a des démarches de reconnaissance des acquis d'expérience, RAE, ou éventuellement VAE. Donc, chacun connaît ces dispositifs-là. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis, bien sûr, il y a aussi des formations, formation à l'emploi, formation au poste, et également des formations pour pouvoir, je dirais, trouver sa place dans la société et dans la vie en général. À noter que les travailleurs ont aussi évidemment accès à un compte personnel de formation, comme l'ont l'ensemble des salariés depuis maintenant quelques années. Donc, plusieurs modalités donc, pour assurer le lien entre l'établissement et les entreprises et collectivités. Donc, nous faisons évidemment des prestations de services avec des interventions sur site, des mises à disposition, c'est-à-dire des personnes qui viennent travailler dans l'entreprise ou dans la collectivité, accompagnées ou non par des moniteurs d'atelier. Il y a des périodes de mise à disposition en milieu professionnel. Et puis, on va pouvoir d'ailleurs, grâce à la réforme des ESAT qui se met en place pour 2022, la possibilité de cumuler des temps partiels ESAT ou EA avec des temps partiels en entreprise ou en collectivité. Et puis, spécifiquement en entreprise adaptée, il y a ce qu'on appelle des CDD tremplins, qui sont des contrats de 2 ans pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se remettre au travail et de pouvoir aller ensuite en entreprise. Pour accompagner, il y a des emplois que l'on appelle chargés d'insertion. Ils sont encore assez peu représentés dans nos établissements, mais ils sont appelés à se développer, notamment grâce à la réforme des ESAT, qui envisage de créer des postes de chargés d'insertion dans les ESAT. Alors, dans un premier temps, sans doute de manière encore un peu ponctuelle, puisqu'on parle d'un chargé d'insertion par département, ce qui serait amplement insuffisant. Mais nous ferons pression, nous, une API, pour que cet emploi de chargé d'insertion se développe pour mieux accompagner les personnes à aller vers l'entreprise.
Et oui, j'avais oublié celui-là. Depuis la loi du 5 septembre 2018, donc, il y a eu des évolutions de ce qu'on appelle l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il s'agit maintenant de valoriser les achats sous forme de déduction du montant de la contribution AGFIP de l'entreprise ou FIPHFP des collectivités et des administrations. Donc, le calcul est un peu complexe. Hein. Je vous renvoie à toute la littérature qui existe sur le sujet. Ça s'est complexifié d'ailleurs avec la loi du 5 septembre 2018. Le montant du coût total de la main-d'œuvre réglée à l'EA et à l'ESAT. Donc, c'est une assiette, donc c'est un montant qui est à déduire de la contribution brute équivalent à 30% du coût total de la main-d'œuvre. La définition n'est pas simple, mais donc c'est une réduction de la charge AGFIP de l'entreprise. Et puis, il y a également le taux d'emploi direct avec un plafond de 50 à 75% en fonction du taux d'emploi de l'entreprise, donc selon qu'elle est moins ou plus de 3% de travailleurs handicapés dans ses effectifs. Je vous rappelle que l'objectif pour chaque entreprise de 20 salariés et plus, c'est d'avoir à minima 6% de personnes avec une reconnaissance de handicap. Alors, pourquoi faire appel au secteur du travail protégé et adapté? Eh bien, voilà, on est dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, donc avec différents aspects. Et là, je fais référence à une enquête qui a été faite par un de nos partenaires, le GESAT, cette année même, donc indiquant que pour les entreprises, donc, il y a enfin, la RSE est assurée à 45% par des achats inclusifs, c'est-à-dire donc le travail avec des structures adaptées et protégées, des achats éco-responsables à 39% et des achats éthiques et équitables à hauteur de 16%. Et puis, un point qu'il est quand même bon de mettre en avant, c'est que 97% des clients donneurs d'ordre des ESAT et EA se déclarent satisfaits ou très satisfaits des prestations. Et également, 53% des entreprises privées et organismes publics souhaitent développer leurs achats responsables auprès des ESAT et EA sur les 2 ans à venir. Donc ça, c'est aussi une donnée qui ressort de l'enquête du GESAT. À noter quand même également un avantage concurrentiel des ESAT et EA par rapport à d'autres sous-traitants. Donc là, vous voyez dans ce différent diagramme, donc on y reconnaît la qualité des produits et services proposés par les établissements. Il y a la proximité qui est essentielle aussi. Hein. Ces établissements sont des productions, font des productions locales. On est dans les circuits courts. Et puis, l'adaptabilité aux besoins et la réactivité, c'est aussi quelque chose qui est reconnu à ces établissements, donc qui arrive à répondre à des besoins très ponctuels et quelquefois très techniques qui sont faits par nos clients. Et je vais laisser, je crois, maintenant la parole, non pas encore. Donc, au total, donc, je vous disais 60 000 personnes en situation de handicap intellectuel, donc qui travaillent dans les ESAT du mouvement UNAPI, accompagnés donc par les associations du réseau UNAPI au travers de 600 ESAT et 120 entreprises adaptées. Il y en a dans tous les départements de France et y compris dans les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, pardon, en collaboration avec des entreprises, des collectivités locales, donc partout en France. Merci beaucoup Patrick. On va laisser la parole à Mario Torres Magellano, directeur général de l'UNAPI. Écoutez, merci beaucoup. Enchantée d'être avec vous. Alors, j'ai la mission en 3 minutes de présenter une API entreprise, mais ça va être la synthèse un peu de ce que M. Vincent vous a présenté. Partant du constat que ce réseau, en fait, comme vous avez compris, depuis 60 ans, la création du secteur protégé
était un des points forts de nos associations. Nous avons réfléchi, et donc on vous mettra peut-être le petit film en conclusion de mon propos. Nous avons réfléchi en fait dans le contexte qui était le nôtre, c'est-à-dire, et le vôtre aussi, c'est-à-dire le développement de la responsabilité sociale des entreprises, ce monde d'après qu'on appelle tous de nos voeux, cette question alors c'est à la mode actuellement aussi, du Made in France, de se dire aujourd'hui ce qu'est la France et ce que sont nos associations, comment on pouvait agir et aller plus loin. Donc, ce que nous avons en fait distingué, c'est que nous avions différents enjeux qui étaient aujourd'hui comment on va plus loin dans la valorisation des compétences des personnes handicapées, comment nous allons plus loin, alors nous, monde associatif, mais aussi avec nos partenaires que sont les entreprises et les collectivités territoriales, dans finalement cette expertise qu'on a construite depuis 60 ans autour de l'emploi de personnes handicapées. Donc, comment dans la coopération, chacun dans nos compétences, on pouvait favoriser l'emploi des personnes handicapées. On s'est rendu compte finalement que tous ces emplois, ils sont restés en France. Ils permettent à des gens qui pourraient être dans d'autres pays considérés comme très loin de l'emploi, ils sont toujours là, et je pense que c'est quelque chose dont on a, qu'on a envie de pousser, ainsi que tous nos partenaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait certainement un angle autour de la coopération qu'il fallait renforcer. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'AGEFIP nous soutient, si la CPME nous soutient, parce qu'on pense aux grands groupes, mais également à toutes ces PME et ces TPE partout en France qui s'engagent. On s'est rendu compte qu'on avait un champ de coopération qu'il fallait réellement renforcer. Et pour nous, bien sûr, vous l'avez compris par l'origine de notre association, c'est qu'aussi, c'est pour nous l'occasion de renforcer vraiment la transformation, l'évolution de nos structures qui permettent de garantir le droit des personnes handicapées, mais également aussi l'évolution de la façon dont on les accompagne. Monsieur Vincent citait les nouveaux postes qui sont autour des chargés d'insertion. On se rend compte aussi que les besoins de nos partenaires évoluent. Donc aujourd'hui, des métiers de l'industrie, il y a 30 ans, on passe au métier du service, on passe au métier de la transcription facile à lire et comprendre. Enfin voilà, on est en train de faire évoluer nos structures. Tout ça pour dire que se rendant compte de ces enjeux et ces objectifs, qu'on pourrait synthétiser, j'allais dire, avec un objectif de valorisation et un objectif de coopération, on a créé ce dispositif, une API entreprise. Donc, qui a pour but de valoriser ce qui existe en France, ce que vous faites déjà les entreprises, ce que nous faisons déjà en lien avec vous, parce qu'on pense que c'est une façon de réellement lutter contre les stéréotypes et de changer l'image du handicap en France. On pense aussi si on travaille beaucoup plus sur la valorisation, on va montrer des exemples qui vont parler et se rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, le deuxième axe, c'est vraiment cette question de la coopération partout en France. Donc, une fois qu'on se dit ça, vous l'avez déjà vu, vous le reverrez, on a fait une première étape, j'allais dire, dans cet objectif, ça a été de créer ce site vitrine, une API entreprise, dans lequel vous retrouvez toutes les coordonnées de nos ESAT et de nos E1, un moteur de recherche. Alors, je le dis déjà qu'on est en train d'essayer d'améliorer parce que voilà, les premières connexions sont depuis fin mai, début juin, voilà, sont à l'œuvre, et sur lequel notamment on met aussi tout le contenu de ce qui se fait, toutes les bonnes pratiques qu'on peut voir. Et en parallèle de ça, nous avons lancé donc une campagne de communication fière de bien faire. Alors cette formule nous a semblé intéressante parce qu'elle inclut en fait aussi bien les personnes en situation de handicap que les professionnels de l'accompagnement qui ont choisi ces métiers de l'aide aux personnes handicapées, que les donneurs d'ordre, que sont les entreprises, les collectivités territoriales. Et qu'en fait, ce slogan, il est simple, mais il parle de lui-même. Je pense que quand on fait appel au secteur protégé, quand nous, on arrive à faire travailler des personnes handicapées, ouais, c'est ça, on est fiers de bien faire tous ensemble. Et ça nous a semblé quelque chose d'assez parlant. Vous verrez sur les visuels
tous les visuels que nous avons déclinés et qu'aujourd'hui on essaye aussi d'adapter pour les gens qui le souhaitent, il y a toujours une personne handicapée, un professionnel de l'accompagnement et une entreprise, ou même on a des collectivités territoriales qui ont joué le jeu. Donc, voilà, c'est l'exemple. Là, on a des gens, donc tout à gauche, vous voyez des travailleurs handicapés de notre réseau, deux donneurs d'ordre que sont un créateur de start-up qui a eu le culot, je dirais, de créer son entreprise et son laboratoire culinaire dans un ESAT. Et en dessous, vous voyez la maire d'une petite commune du 78 qui aussi a développé tous les partenariats avec les ESAT et les EA. Et à côté, en page droite, des gens qui sont des travailleurs sociaux, on va dire, qui accompagnent au quotidien des personnes handicapées pour faire le lien entre ces deux mondes. Donc voilà cette campagne qui notamment tourne partout en France tout au long de l'année. J'espère que vous aurez l'occasion de la voir peut-être dans des abribus et qu'on essaye encore de faire connaître et voilà, qui peuvent être aussi dupliqués dans vos entreprises et j'allais dire, personnalisés. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, maintenant, le grand sujet, c'est la coopération. Donc, jouer le jeu de la valorisation et toutes les bonnes initiatives, vous avez autour de la table Cécile Abrantes et Agathe Martin de l'équipe de l'UNAPI. On passe notre temps, notamment via la page LinkedIn, à remonter les bonnes pratiques, à les faire connaître. On a aussi un service presse où on essaye de faire connaître tous ces sujets-là au-delà de la semaine. Alors aujourd'hui, hein, c'est l'ouverture de la semaine européenne de l'emploi, donc beaucoup de gens parlent d'emploi et de personnes handicapées, mais nous, c'est vraiment tout au long cours. Et maintenant, c'est la question de la coopération. Donc, ce site est à votre disposition. Normalement, vous pouvez, allez-y, hein, si vous souhaitez cliquer, je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais en tout cas, voilà, sur ce site, vous verrez, il y a toutes les informations, il y a des contacts. Vous verrez des bonnes pratiques. Voilà, comment trouver une prestation. On a notamment fait tout un travail par filière pour un peu simplifier la tâche et permettre aux uns et aux autres de trouver plus facilement ce qu'ils pourraient rechercher. Sinon, il y a de toute façon un contact. Vous verrez que c'est, comme le disait M. Vincent, partout en France. Et voilà, donc on est en train de vous faire une petite démo en direct. Et puis si vous ne trouvez pas via le moteur de recherche, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner, pour répondre à votre question via le formulaire. Je fais un petit clin d'œil, vous voyez un petit picto bleu en haut, qui est le picto du facile à lire et à comprendre, qui est la formule en fait, de simplification du langage que nous utilisons dans le cadre de l'accompagnement des personnes handicapées intellectuelles. Aujourd'hui, on a aussi des ESAT d'ailleurs qui font de la transcription facile à comprendre pour les documents à destination du public. Voilà, donc l'enjeu, il est de réussir à amplifier ce qu'on fait déjà avec beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille, beaucoup de collectivités territoriales. Et j'espère que voilà, on vous a donné envie d'aller plus loin, parce que je pense que c'est voilà, à la fin du séminaire aussi de tout ce qui est autour du Made in France et en ce début de semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, je pense qu'on a l'occasion d'agir ensemble. Super. Merci beaucoup Marie-Aude. Est-ce que, alors on a manqué un petit peu de temps, on aurait aimé vous faire vraiment la démonstration typiquement d'un type de recherche que vous pourriez faire sur le site une API entreprise, mais bon, on va vous laisser le découvrir par vous-même. C'est ma faute, désolé. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Tu voulais regarder, Agathe? Non, mais c'était juste pendant que Marie-Aude parlait, on a fait donc une recherche là, par exemple en cette période de Noël, voilà, ce qui pourrait être intéressant à offrir à vos collaborateurs, donc confiturerie, chocolaterie, production de miel, à titre d'exemple. Tout ça rentre dans la filière générale restauration et produits alimentaires, puis vous cliquez sur filtrer. Et vous cherchez en fonction du département d'intérêt. Donc là, on a mis sur le national et vous avez la possibilité donc, de télécharger les résultats juste ici
pour avoir une extraction. Attention, pas au format Excel, il faut l'enregistrer sous Excel, c'est mieux. Voilà, je te laisse essayer. Est-ce qu'avant de se quitter, vous avez des questions? Il y a des choses que vous voudriez qu'on approfondisse? Parce que c'est vrai qu'on a d'autres webinaires qui sont prévus cette semaine sur d'autres thématiques. Celui-ci était assez introductif et peut-être plus adapté aux néophytes. Mais voilà, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Ou si vous devez partir, peut-être les poser rapidement dans le fil de discussion parce qu'on aura l'occasion de vous faire un compte-rendu et peut-être de répondre à vos questions par la suite. Bon, il Pas semble de que questions. tout est clair. Super. Moi, ça tombe plutôt bien. Bah, très bien. En tout cas, si vous pensez à des questions prochainement, n'hésitez pas à revenir vers nous par retour de mail quand on vous enverra le compte rendu. On reste disponible sans aucun problème. Et pour ceux qui sont plus curieux et qui veulent rentrer dans une collaboration plus fine, eh ben on vous attend avec impatience. Super. Merci à tous pour votre participation en tout cas. Merci. Au revoir à tous. Et à demain pour revoir. ceux qui seront là demain.